Bien, je voudrais vous remercier toutes et tous d'être là pour ce débat qui va être passionnant, j'en suis sûre. Je me présente, je m'appelle Anaïde Desrébéian, je suis artiste et je fais partie de l'action culture de la DAGP. Je vous reçois à ce titre parce que je suis une des 2 référentes pour les EHPAD, parce que nous avons des actions culture dans tout un ensemble de choses, et donc je suis là à ce titre, et c'est pour cela que j'ai la joie de vous accueillir, et d'accueillir Laurence Meignier, la directrice de la Fondation des artistes, et aussi Maëlys Selleux-Lanval, la journaliste qui va présenter et qui va animer le débat et qui va être notre modératrice. Je voudrais juste vous dire quelques mots sur la DAGP. La DAGP, elle a été créée en... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. D'habitude, j'adore les chats, mais celui-là... La DAGP a été créée en 1953 par les artistes, pour défendre leurs droits. Maintenant, il y a le site de la DAGP sur lequel vous pouvez trouver tous les droits, tous les prix, tout ce que nous faisons et qui sont de plus en plus importants dans le monde où nous vivons actuellement. Je voulais aussi vous dire que l'action culture et les actions culture sont très importantes, que nous menons et nous sommes partenaires avec un certain nombre de grands salons. Mais aujourd'hui, nous sommes partenaires avec la maison de retraite de Nogent-sur-Marne, dont le directeur est ici présent et qui va vous parler. Pardon pour ma voix. Et ce qui est très très important, c'est que dans l'univers de la création, tous artistes que nous sommes, nous savons que ce n'est pas l'âge qui nous freine, que ce sont des fois nos corps qui nous lâchent un peu, mais cela permet aussi des fois de créer d'autres choses et de continuer à aller vers l'essentiel et à aller le plus loin possible dans notre art. Alors, merci d'être là. Merci à nos représentantes et représentants de nous faire l'honneur pour ce débat. Je vous en remercie et je passe la parole à Laurence. Merci. Merci Anaïde. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Je suis donc Laurence Meignier, j'ai la chance de diriger la Fondation des artistes depuis maintenant 6 ans. Donc c'est une fondation que vous connaissez peut-être, qui a été reconnue d'utilité publique, créée en 1976 pour soutenir les artistes du début jusqu'à la fin de leur carrière. Pour cela, nous administrons 2 legs. Le legs d'Adèle de Rothschild, qui est l'hôtel particulier de la rue Berrier, que certains d'entre vous connaissent probablement, puisque la DAGP a occupé pendant très longtemps des bureaux rue Berrier. Et un second legs, dont il sera davantage question ce soir, qui est le legs des Sœurs Smith à Nogent-sur-Marne. Donc notre actualité fait que c'est cette année le centenaire du legs d'Adèle de Rothschild, mais ce n'est pas l'objet qui nous réunit, c'est vraiment le legs des Sœurs Smith qui est intéressant. Madeleine Smith, champion, était peintre, élève de Jean-Jacques Henner. Sa sœur Jeanne était photographe et toutes les 2, à leur mort, en 1944, elles lèguent un immense domaine à Nogent-sur-Marne et toutes leurs propriétés, à la condition que l'une de leurs maisons devienne une maison de retraite pour les créateurs. Leur vœu sera exaucé, parce que dès 1945, la Maison nationale des artistes sera ouverte dans la maison de Jeanne. Elle existe toujours, c'est un EHPAD aujourd'hui. Alors l'acronyme, on en parle beaucoup en ce moment et pas de belle manière. Donc on va essayer de vous montrer que cet EHPAD-là est probablement singulier dans la mesure où il a été créé par une artiste, par des artistes, donc une photographe, une peintre. Il a été aménagé, développé dès 1945 par un autre artiste, un peintre, Maurice Guilloé, et il est dédié aux artistes. Et nous avons la chance d'avoir 2 d'entre elles avec nous ce soir. Je pense que c'est ce qui fait la singularité de l'établissement. Le projet est vraiment axé sur un programme culturel. C'est Val Osman qui est à nos côtés, déploie beaucoup d'efforts tous les jours pour offrir un environnement culturel à nos résidents. Et c'est vraiment de ce dispositif-là dont il est question ce soir. Je voudrais remercier les administrateurs, Marianne Ferrifal, de la directrice générale de la DAGP, à la fois de nous accueillir, mais surtout de nous accompagner avec beaucoup de bienveillance depuis très longtemps et sur l'ensemble des missions
missions de la Fondation. C'est important et je suis particulièrement heureuse ce soir d'aborder ce sujet qui est essentiel, qui est celui du bien vieillir quand on est créateur. La Maison nationale des artistes est une réponse parmi d'autres, mais je pense intéressant et je suis très très heureuse, merci encore de votre accueil, d'avoir la possibilité d'en parler avec vous. Et je passe la parole à Maëlys. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse, comme tous les intervenants, il me semble, d'être ici ce soir et d'aborder un sujet passionnant et très actuel qui est l'art de bien vieillir. Alors, on va vous en parler sous deux angles. D'abord, en quoi la pratique artistique apparaît comme un bon stimulant pour aborder le grand âge, en quoi aussi les lectures, les conférences, les ateliers que par exemple propose la Maison de Nogent sont un bon moyen d'aborder la vieillesse. Et ensuite, on va essayer d'aborder l'influence de l'âge sur la création en abordant des artistes qui ont créé très longtemps ou qui encore aujourd'hui créent, passé 80 ans. On le sait, le métier d'artiste ne connaît pas vraiment la retraite. Il y a de très beaux exemples qui en témoignent. Par exemple, très très connu, Louise Bourgeois, qui est devenue célèbre tardivement et dont l'œuvre le plus étudiée, le plus regardée est celui qu'elle a produit entre ses 80 et 100 ans. Donc c'est remarquable. J'aimerais aussi aborder, en tout cas évoquer très rapidement, parce que le 8 mars était il y a 2 jours, la Journée internationale du droit des femmes, ces artistes qui sont restés longtemps dans l'ombre de leur mari. Par exemple, Marinette Koueko, qui a été la femme d'Henri Koueko, le peintre, et qui vient tout juste d'avoir une rétrospective de son travail au lac de Dunkerque. L'exposition vient de se terminer, mais elle était très belle. Aussi, l'artiste textile Essie, qui est restée un peu dans l'ombre de son mari d'ado, et qui a eu une rétrospective aux abattoirs de Toulouse en 2017. Et elle est morte malheureusement 10 jours après l'ouverture de son exposition. Mais elle venait d'avoir 81 ans et son travail est pareil sublime. Je vous invite à aller voir ça. Côté actualité, il y a quand même quelques expositions à citer. Par exemple, à Tokyo, le Mori Art Museum, qui se trouve tout en haut d'une tour, a récemment mis en valeur des artistes femmes de plus de 70 ans, comme Myriam Khan ou Etal Adnan, qui vient de décéder également, une grande poétesse et peintre libanaise. Donc les musées s'intéressent, c'est une bonne nouvelle, aux personnes âgées et de multiples façons. Par exemple, en ce moment, à la Cité de l'Architecture, il y a une exposition sur le logement qui s'appelle le laboratoire du logement Bien vieillir ensemble et qui aborde les solutions architecturales dédiées aux personnes âgées. J'ai noté également le lancement tout récent d'un prix qui est dédié aux photographes de plus de 60 ans. Et s'il y a des photographes ce soir qui sont concernés, vous pouvez encore envoyer vos candidatures jusqu'au 15 avril. C'est un prix qui a été lancé par une galeriste, Viviane Esders. Et donc, bravo à elle. Et j'oublierai pas de citer la parution d'un livre qui m'a beaucoup touchée, de Laure Adler, La voyageuse de nuit. Et elle le fait commencer par une citation du dramaturge Lars Noren que je trouve très belle. Il dit « J'ai attendu impatiemment de devenir vieux, parce que cela pouvait être un moyen d'échapper à ce que les gens attendent de vous. » Donc voilà pour les actualités récentes. On pourra aussi citer celle du dramaturge Mohamed El Khatib, qui en ce moment même a transformé une maison de retraite en Savoie en centre d'art. Il a invité une dizaine d'artistes à venir créer des œuvres avec les résidents. Et depuis janvier, on peut visiter la maison de retraite comme un centre d'art. Voilà. Et un dernier petit mot, dans Art Tension, dans le dernier numéro, il y a un article qui vient de paraître sur les relations entre art et maison de retraite, dont la lecture, je pense, vous intéressera. Je vais vous présenter maintenant les intervenants de cette causerie. Donc, j'ai à ma gauche Jacqueline Duhem, qui a 94 ans, qui est illustratrice. Je vais résumer un petit peu votre parcours, qui est très long. Vous avez illustré des textes de Claude Roy, de Jean d'Ormesson, de Raymond Queneau, mais aussi de Robert Badinter. Vous avez travaillé en tant que dessinatrice-reporter au magazine Elle. Vous avez suivi de belles actualités. Vous avez accompagné le général de Gaulle au Pérou en 1964, suivi le pape
Paul VI. En 2009, vous avez écrit « Petite main », qui revient sur votre travail auprès de Matisse, dont vous avez été l'assistante. Et c'est à ce moment de votre vie que vous avez pu rencontrer beaucoup d'artistes comme Picasso, Aragon, Chagall, etc. Vous avez aussi été très proche de Paul Éluard et venez de publier justement un recueil de lettres chez Gallimard. On en parlera tout à l'heure. Jacqueline Caron. Alors Jacqueline Caron, vous êtes résidente comme Jacqueline Duhem de la Maison nationale des artistes. Vous avez 101 ans. Vous travaillez... Pardon. Merci d'applaudir, mais c'est la nature qui a fait ça. Et j'en suis ravie d'ailleurs, parce que je continue à vivre. Alors pour continuer, donc vous avez travaillé jusqu'en 2019 dans votre propre atelier avant de connaître justement par le biais de la DAGP la Maison nationale des artistes où vous êtes entré précisément pour pouvoir continuer à travailler. C'est ce dont on va parler. Alors pour revenir un petit peu en arrière, vous êtes formé aux arts décoratifs de Paris, puis aux beaux-arts de Grenoble, si j'ai des informations correctes. Les arts décoratifs, il ne se restait qu'un an. Bon. La guerre a commencé à ce moment-là, ça a été fini. J'ai donc repassé si vous voulez, les beaux-arts, mais avec une autorisation, et je ne sais pas comment je l'ai eu. Et oui, il faut peut-être que je parle là-dedans. Ah, voilà. Excusez-moi, alors vous n'entendez pas ce que j'ai dit. C'est la première fois que je me trouve devant autant de monde. Mais alors je vais en profiter pour dire quelque chose. Effectivement, oui, j'étais aux arts déco et peintre, mais je vous laisse la parole, je répondrai après. Je dirai après. Alors j'ai noté que vous aviez travaillé auprès de René Clément, qui est le réalisateur du film Jeux interdits. Je vous entends pas très bien quand vous prononcez, excusez-moi. Oui, donc je parlais de René Clément, le réalisateur. J'ai vu que vous aviez travaillé avec lui. J'ai fait quoi? Travailler avec René Clément? Avec René Clément? Ah oui, oui, René Clément, il a voulu faire un dessin animé, il avait 26 ans, je m'en rappelle très bien. Donc on a commencé d'un dessin animé à la Victorine à Lyon. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Non, mais après, je vais attendre. Oui. Alors j'ai noté aussi que vous aviez réalisé plusieurs fresques de grande taille dans des établissements scolaires. Vous avez aussi exposé plusieurs fois en galerie, aussi à la Fondation... Plusieurs fois, j'ai exposé toute ma vie en galerie à partir de mes 20 ans. Ouais. Parce que j'ai gagné ma vie avec la peinture à partir de 19 ans. Il fallait que je gagne ma vie, ma mère ne pouvait pas me nourrir, et voilà. Non. Vous avez aussi exposé à la Fondation Vasarely, à Aix-en-Provence. Où? À la Fondation Vasarely. Excusez-moi, mais je comprends. Je suis désolée, mais c'est vrai que vous voyez, 101 ans, si même l'aspect est à peu près convenable, je ne comprends pas toujours très bien ce que l'on me dit. Bon. Et alors, vous voulez me dire quoi, là? Alors, en tout cas, Vasarely, qui est un artiste avec lequel vous partagez l'amour de la couleur. Vous êtes coloriste. Vous avez même créé une gamme de 200 couleurs que vous avez appelée le Psycolore. Ah ben oui, je n'ai pas fait qu'une gamme. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, oui, j'ai fait une vie d'artiste et puis finalement... Non, mais alors, si vous permettez, je vais leur dire comme ça directement, bon, que j'ai rencontré, à un moment donné, j'ai rencontré des scientifiques qui m'ont dit quelque chose que j'ignorais complètement, alors que je peignais depuis l'âge de 7 ans. Bon. C'est au Muséum d'histoire naturelle, M. François Parra, qui est obligé de faire une association internationale
et une association française de la couleur. Parce que dans les entreprises de textile et dans toutes les entreprises où on se sert de la couleur, il y a des problèmes. Et je rentre dans le petit bureau de M. Parra et me dit, Madame, le monde est sans couleur. Bon, je lui dis, vous n'allez pas dire ça à une gamine qui peint tout le temps depuis l'âge de 10 ans. Il m'a dit, si, c'est vous qui la faites. Et ça, je suis heureuse de vous avoir tous aujourd'hui pour vous dire ça. Parce que avant que je m'en aille, hein, j'aurais au moins dit ce que m'a dit M. Parra. Le monde est sans couleur, c'est vous qui la faites, c'est votre cerveau. Donc là, tous vous me voyez, vous avez une opinion, mais chacun de vous a sa propre opinion sur moi. Parce qu'on est tous différents. Et la couleur, vous la voyez comme vous la faites. Vous avez une chimie, un peu, qui vous aide à relever 3 couleurs. Point. Et c'est avec vos 3 couleurs que vous allez vous balader dans le monde. Vous verrez les couchers de soleil et puis les jardins enchanteurs. Bon. Donc, ça, moi, ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, mais alors qu'est-ce que j'ai, moi, à me faire plaisir en peignant les couleurs que je vois? Ça ne sert à rien. Il faut que je le dise au monde. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai bien fait. C'est pour ça que j'ai encore ça un an. Je m'en doutais pas, mais la vie m'a amené comme ça. Et c'est vous. Et chacun d'entre vous est un artiste. Et chacun d'entre vous peut faire passer la couleur dans sa vie. Merci beaucoup, Jacqueline. Je vais maintenant présenter votre voisine. C'est tout ce que j'avais à dire. On reviendra après à vous, bien sûr. Chantal Perroche. Hein? Non, je m'adresse à votre... Ah bon, voilà. J'ai fini mon tour. Donc, Chantal Perroche a été professeure de français au collège, est maintenant retraitée. Et ici ce soir parce qu'elle est bénévole depuis une quinzaine d'années, c'est bien ça, à la Maison nationale des artistes, où elle fait des lectures. Alors, elle a découvert la Maison nationale des artistes parce que sa belle-mère y était résidente, et sa belle-mère adorait la lecture, mais elle ne pouvait plus lire. Donc, elles ont décidé ensemble de monter un petit club de lecture avec quelques copines de sa belle-mère, et ce club de lecture a perduré après le décès de votre belle-mère, et c'est ce qui est très beau. Et vous revenez tous les mois pour lire. Alors, vous me disiez au début des choses plutôt classiques, des nouvelles de Maupassant, par exemple, et puis petit à petit des choses un peu plus... par exemple liées à l'art, comme les lettres de Van Gogh à son frère Théo. Et je crois que cette année, vous avez lu Camus, c'est ça? Entre autres. Alors j'ai lu Camus, oui, je lis Camus cette année. Et puis j'ai eu le privilège de présenter au public de la Maison des Artistes 2 ouvrages de Jacqueline Duhem. Sa vie en Crowbar, qui est un petit bijou absolument délicieux dont je conseille la lecture à tout le monde. Et puis j'ai présenté un choix de ses lettres à Paul Éluard. Et ça aussi, c'était un moment délicieux. Voilà, ça c'était mes incursions dans des choses beaucoup plus originales et beaucoup plus personnelles, en présence de l'autrice en plus. Et oui, donc je voudrais aussi parler de votre travail de mémoire, parce que votre bénévolat au sein de la Maison nationale des artistes vous a inspiré au point que vous avez eu envie d'écrire sur votre expérience. Vous vous êtes inscrite à l'Université de Nantes et vous avez donc écrit ce mémoire qui se base sur 2 témoignages de 2 résidentes, l'une étant artiste, l'autre ne l'était pas. Donc on va y revenir tout à l'heure et je vous remercie d'être là. Je voulais juste, puisque vous avez parlé de femmes artistes qui ont été un peu oubliées, citer une artiste, une ancienne résidente de la Maison nationale des artistes, dont j'ai eu le grand plaisir et la grande découverte d'écrire sa biographie. Il s'agissait de Mithia de Vannes, l'épouse du peintre Jean de Vannes, qui a complètement éclipsé sa femme. Mais celle-ci était une artiste tout à fait intéressante, une cinéaste expérimentale et une peintre magnifique. Et j'espère vraiment qu'on va redécouvrir Mithia de Vannes un jour. Jean-Marie Schaeffer,
Donc, vous avez fait toute votre carrière au CNRS et à l'EHESS, où vous êtes directeur d'études. Vous avez notamment dirigé, vous m'avez dit, un grand regroupement de recherche au sein de l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, qui regroupe différents établissements du supérieur, des écoles d'art, des écoles d'ingénieurs. Et vous avez mené donc ce regroupement de recherche autour de la création et ses relations avec la société et les études cognitives de 2016 à 2020. Vous avez écrit de nombreux livres. On citera notamment L'expérience esthétique, qui est paru en 2015 chez Gallimard, et où vous mettez en lien l'expérience de contemplation ou d'écoute d'une œuvre d'art avec des études de psychologie cognitive, des théories de l'attention ou de neuropsychologie, le tout pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de l'expérience esthétique. Et enfin, François Bazouge, donc directeur de la Maison nationale des artistes. Donc, Laurence Meignier m'a dit que c'était une expérience précédente que vous aviez eue en EHPAD qui vous avait apporté un regard assez généreux sur les activités qui étaient proposées, et notamment le fait de ne pas forcément mettre à l'écart les personnes les plus malades ou les moins réactives, et au contraire d'adapter les formats des conférences, des lectures qui leur étaient proposées, pour que tout le monde ait accès à la programmation exceptionnelle de la Maison nationale des artistes. On terminera par vous pour que vous nous donniez plein d'infos pratiques sur comment accéder à cette maison de retraite. Alors, Jacqueline Caron, vous avez exposé récemment à la Maison nationale des artistes. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette exposition? Quelles œuvres avez-vous montrées? Moi, je suis rentrée, ça fait 1 an maintenant que je suis à la Maison des artistes. Ouais, il faut que je parle là-dedans. Ouais. Oui, ça fait 1 an que je suis là. Oui. Oui. Pourquoi je suis venue? Parce que mon atelier était dans la Drôme, dans la forêt, j'étais toute seule. Et l'hiver, c'était pas toujours facile. Voilà. Alors, j'ai voulu qu'on s'occupe un petit peu de moi. Et j'ai pensé que je vais... voilà, je n'aurai plus qu'à peindre, je n'aurai plus qu'à travailler mes préoccupations, et je peux continuer le travail que je n'ai pas tout à fait fini. Voilà. Voilà pourquoi je suis rentrée. Et que les autres s'occupent des tâches, et que mes enfants, j'ai 3 enfants, mais ce ne sont plus des gamins. Mes fils ont 75 ans, 74, et ma fille a 63 ans. Bon, alors ils ont encore 30 ans devant eux, c'est vrai. Mais enfin, moi je ne peux plus m'occuper d'eux, et eux, ils n'ont plus du tout envie de s'occuper de moi, ce que je les comprends. Surtout qu'ils ont déjà encore en plus 11 enfants, il y a comme ça avec les petits-enfants, et ils sont très occupés. Ma fille, elle va fait du théâtre, mes enfants travaillent, tout le monde travaille, et tout le monde... mais tout le monde est encore vivant, tout le monde vit beaucoup plus qu'avant. Et vous continuez à travailler, vous continuez à peindre? Eh bien oui. Oui, je trouve que cette génération, je pense que la médecine a quand même fait des choses extraordinaires. Et les gens ont quand même découvert des produits, malgré les épidémies, on arrive quand même à... Enfin, il y en a qui passent à travers la mort. Moi, c'est inattendu. J'en profite. Et je ne pense même pas, oui, j'ai cet âge, bon, il paraît, c'est parce qu'on me le dit, mais tant que je peux marcher, je suis quand même très gâtée et très heureuse pour ça. Parce que je peux finir mon travail, je dirais presque avec un esprit plus clair. Parce que je ne raisonne plus comme quand j'avais 60 ans. 60 ans, j'étais encore une gamine. Je me suis sentie mature, mais après 40 ans déjà. Bon. Et je me rends compte que j'ai encore beaucoup à apprendre sur un tas de choses que je ne sais pas.
Donc là, c'est vrai que dans cette maison des artistes, d'abord j'ai un atelier épatant, je me sens très bien, il est très haut de plafond, très grand, moi j'aime la lumière il rentre, bon. Et je peux finir de réaliser certaines petites choses que je proposais dans mon livre. Et je voudrais bien les finir. Donc j'aimerais aller jusqu'à 2003. Et moi, pouvoir m'arrêter le jour où j'en ai envie et sans souffrir. Peut-être que ça arrivera. Bon. Voilà. Donc je suis pour l'instant une femme qui ne pense qu'à elle, enfin, dans ce que je fais. Mais c'est vrai que ça touche quand même le monde que j'ai découvert, c'est incroyable ce que j'ai pu apprendre en vieillissant. Est-ce que je suis moins bête? Est-ce que je fais plus attention? Est-ce que j'écoute davantage? Est-ce que je réfléchis mieux? Mais moi, je suis heureuse dans ma vieillesse. C'est vrai. Et je remercie la Maison des artistes de pouvoir m'avoir donné ce lieu. Il y a bien des petites choses que je critique. Bon. Mais, en tous les cas, pour mon travail, pour la couleur, pour la lumière de la vie, tous les matins qui redémarrent, je suis là. Je vous souhaite à tous de profiter de cette fin de vie comme ça aussi. Ça vaut le coup. Merci beaucoup. Je vais demander à Jacqueline Duhem. Vous préparez une exposition. Celle de Jacqueline Caron s'est finie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre vie au sein de la Maison nationale des artistes, de la façon dont vous travaillez et peut-être un petit peu de cette exposition qui se prépare? Oui, l'exposition, c'est vrai, mais c'est quand même toutes des choses déjà que j'ai faites depuis longtemps. Et puis j'ai tellement fait d'illustrations, de peintures, qu'il y a pas mal d'objets à exposer. Donc ça sera, je crois, dans 1 an ou à peu près. Et puis il y a ce que je fais actuellement. Alors je continue dans la mesure du possible dans ma chambre. J'ai une chambre atelier avec une très bonne lumière, donc je peux travailler. Et là, je suis en train de commencer le portrait d'un petit garçon avec un chien et pour des amis. Et puis c'est une huile sur bois. Alors c'est quand même assez de boulot et ça prend du temps. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien continuer à travailler parce qu'autrement, je trouve que la vie, c'est pas très intéressant si on n'a pas un but et si on n'a pas envie de faire quelque chose. Voilà, ça reste un moteur. Merci beaucoup. Chantal, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience de lectrice? Et quel apport est-ce que vous avez l'impression que... Alors, donc, comme vous l'avez dit, ça a commencé de façon extrêmement artisanale avec ma très chère belle-mère, hein, et ses copines. Et puis, j'ai découvert... ce n'était pas une découverte, je savais bien que j'aimais lire à haute voix, mais j'ai découvert que c'était vraiment un plaisir de rencontre et de partage avec ce public particulier. Alors, j'ai eu des expériences vraiment très très drôles, des appareils auditifs qui se mettaient à siffler violemment, des gens qui s'endorment, ça j'adore ça parce que ça veut dire qu'ils sont bien, des gens qui râlent, ouais, c'est pas bien, on n'entend pas, enfin bon, il y a toutes sortes de réactions possibles, mais chaque mois c'est vraiment un moment de partage, de quelque chose que j'ai eu le plaisir de découvrir et que j'ai le plaisir de transmettre. Voilà, donc c'est vraiment ça. Quelquefois, la conversation s'instaure après. On me dit « Oh, c'était un peu dur, hein ?»
Par exemple, c'était hier la séance de lecture, j'ai lu du Camus. J'ai senti que le récit du match de boxe à Oran, ça passait moyen. Elles n'étaient pas enchantées. Il n'y avait que des dames. Et bon, ça n'adhérait pas trop. Alors après, j'ai enchaîné sur Alain Raymond, ses souvenirs d'enfance qui sont absolument délicieux, qui s'appelle « Ma mère avait ce geste », citons l'auteur. Et alors là, j'ai senti que l'auditoire était beaucoup plus transporté. Voilà, donc j'essaye de réfléchir, de choisir des choses qui peuvent plaire. Et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai eu plaisir à chercher des textes qui soient en rapport avec la pratique artistique. Et c'est vrai qu'un grand moment, ça a été l'année où où j'ai lu les lettres de Vincent Van Gogh à son frère Théo. Ça, vraiment... d'abord, c'est magnifique, c'est bouleversant et vraiment, on était dans la patte artistique complète. Mais il y a eu d'autres moments, par exemple, c'était un peu plus ardu, mais ça a quand même beaucoup intéressé. J'ai lu des chroniques de Daniel Arras sur les annonciations italiennes. Bon, c'était quand même costaud, mais le public est exigeant, il ne faut pas leur en promettre. Ou bien, on a eu aussi tout un feuilleton sur le merveilleux livre de Michel Pastoureau sur la couleur bleue, par exemple. Voilà. Donc, à la fin, j'en avais marre du bleu, faut le dire. Mais bon, je crois que je l'ai lu presque intégralement. Donc, voilà. Donc c'est surtout ça, c'est le plaisir du partage et de ce temps et d'un rendez-vous et de chercher pour ce public voilà, qui est extrêmement attachant et qui est fidèle, ou pas, mais peu importe, et qui sait vraiment avec beaucoup de chaleur manifester son plaisir. Et ça, c'est précieux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ces réactions? Qu'est-ce que vous entendez comme retour? Alors, bon, bien sûr, je l'ai dit, il y a les réactions négatives. Mais alors, par exemple, il y a des applaudissements à la fin de la séance. Alors, je fais chut, 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 je ne mérite pas. Voilà. Ou bien, on vient me voir et on me dit ah, vous auriez la référence vous pouviez me dire la référence du livre que vous avez lu, parce que c'était bien, j'aimerais bien le retrouver. Quelquefois, même, on m'emprunte le livre. Je me souviens que... Justement, avec Mithia de Vannes, à cette époque-là, je lisais des discours de prix Nobel de littérature, des discours de réception à l'Académie Nobel. Elle m'a emprunté le livre, elle l'a gardé très longtemps, et puis elle est partie, et j'ai jamais retrouvé le livre. Ben, ça fait rien, c'est pas grave, voilà, je me le rachèterai peut-être un jour, on verra. Voilà, des petits échanges comme ça, ou bien... quand ce sont des livres de souvenirs, par exemple, on vient me raconter un petit souvenir d'enfance, où on me dit des choses un peu plus personnelles parfois, oui, qui s'échangent. Ou bien, comme le public est exigeant, on me dit c'était beau, c'était bien écrit. Voilà, il y a aussi cet aspect-là de la beauté du texte lui-même. C'est vrai que j'essaie de choisir des choses qui me plaisent et qui soient bien écrites. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler de votre mémoire, du travail de recherche que vous avez mené et de vos conclusions peut-être? Alors, donc, pour que les choses soient claires, effectivement, une fois retraitée, j'ai proposé mes services de biographe, de scribe, et ça a commencé donc avec Mithia de Vannes. Et Mithia de Vannes, c'était une toute petite dame extrêmement autoritaire. Et comme je ne me laisse pas trop faire non plus, nos relations ont été à la fois merveilleuses et orageuses. Et donc, ça m'a fait comprendre qu'écrire les souvenirs de quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. Ça se fait pas à la légère. Il faut réfléchir à sa position, à sa posture. Il y a des choses à prendre en considération. Et ça m'a amené à m'inscrire à un DU d'histoire de vie en formation à l'Université de Nantes. Pour ce DU, comme tout DU, il fallait un mémoire. Et mon terrain donc, a été assez naturellement et assez spontanément la Maison des artistes. Et après maints tâtonnements, la problématique qui s'en est dégagée tournait autour des effets de la pratique artistique dans le grand âge. Voilà, disons ça comme ça. Et donc j'ai rencontré deux résidentes
qu'on va appeler Claire et Antoinette. C'est les pseudonymes que je leur ai donnés dans le mémoire. Et donc Claire n'était pas une artiste et une urgentaise, vraiment une personne lambda qui est venue là parce que c'était pas loin de chez elle et qu'elle avait envie d'être en sécurité, de ne pas peser sur ses enfants. L'autre résidente que j'ai interviewée, c'était Antoinette. Elle était une artiste et elle avait une attente immense vis-à-vis de cette maison qu'elle avait visitée à 30 ans et où elle avait eu une sorte de prescience. Oui, je reviendrai là, je finirai ma vie. Donc elle avait une grosse attente. Et alors, ce qui a été très intéressant dans les entretiens que nous avons menés, c'est que la personne, Claire, qui n'avait pas d'attente, peu à peu, a découvert ce que la maison pouvait lui apporter. Elle disait « Oh, moi, artiste, ça ne m'intéresse pas du tout, l'art, j'en ai rien à faire ». Et finalement, comme ce qui l'intéressait, elle, c'était la connaissance, la curiosité d'esprit et de maintenir son humour, mais surtout, voilà, la connaissance et l'ouverture, eh bien, peu à peu, elle s'est intéressée aux animations, elle est allée à beaucoup d'ateliers et elle a pris conscience qu'elle avait développé une compétence de spectatrice et qu'elle profitait vraiment à plein de toutes les possibilités amenées par la maison. Et c'était très différent pour Antoinette, qui, elle, avait une grosse attente et qui, finalement... pour qui le fait d'être une artiste s'incarnait en un mot, c'était la liberté. Et en arrivant dans une collectivité, elle s'est sentie complètement bridée dans sa liberté. Donc, elle n'a pas pu y trouver la dynamique de stimulation qui lui aurait permis une véritable poursuite de pratique artistique. Alors, elle a connu un grand moment, c'était une exposition qui lui a été consacrée. Et là, ça a été vraiment formidable pour elle parce qu'elle a eu un regard rétrospectif sur son œuvre. Elle a fait avec Seva Lozmen le choix des œuvres. Elle a travaillé l'accrochage qui était pour elle quelque chose de très important. Et puis il y a eu le vernissage où elle est arrivée splendide dans une belle robe avec le plaisir de revoir ses amis et donc de retrouver sa position d'artiste. Mais ça a été un moment. Ça n'a pas été une possibilité qui a perduré parce que peut-être elle avait trop d'attentes et que se confronter à une pratique artistique avec des facultés quand même amoindries, diminuées, c'était trop frustrant pour elle. Et du coup, elle était dans une position de repli sur elle, de retranchement, alors que Claire, qui n'avait pas d'attente, a pu être dans une position d'ouverture. C'est ça qui était très intéressant. Et vraiment, je les avais choisis en fonction d'affinité, parce que je les trouvais sympathiques. Elles venaient aux séances de lecture et je leur avais demandé si elles voulaient bien répondre à quelques questions. Et ça a été vraiment très intéressant de voir, par hasard ou par chance, je ne sais pas, deux personnes aussi différentes et dont les trajectoires finalement se croisaient quelque part. Voilà. Et ce que j'aimerais bien dire pour terminer, parce que je ne veux pas garder le micro trop longtemps, c'est que, en fait, la maison, par son programme d'animation, et il faut vraiment saluer ce que fait l'équipe culturelle dont Seval et sa collègue, la maison propose plein de choses et les résidents choisissent en fonction de leur caractère. Il y a des tempéraments qui sont heureux, comme ma voisine, qui visiblement prend un plaisir immense à continuer à travailler. Il y a des tempéraments qui sont moins solaires, et qui peut-être peuvent moins profiter. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est travailler, c'est penser dans un souci extrêmement respectueux et très ouvert, et que s'il en a envie, chacun peut profiter, peut saisir les opportunités, peut saisir l'atelier, les animations, les rencontres, et passer de très belles années, très créatrices, pas seulement créatives, mais créatrices, d'une façon ou d'une autre, qui n'est pas forcément la façon qui existait auparavant. Ça peut se traduire d'autres manières, mais en tout cas, le cadre est superbe, et ben voilà, il y a moyen. Voilà, il y a moyen de passer de très belles années de grand âge à la MNA. Merci beaucoup. Alors Jean-Marie Schaeffer, une question que je me posais,
Est-ce que vous avez la sensation qu'il pourrait y avoir au sein de nos institutions muséales une forme de jeunisme peut-être qui serait un obstacle à la monstration des artistes vieillissants? En fait, c'est pas que dans les institutions muséales, c'est en fait l'ensemble des institutions qui s'occupent de promouvoir l'art, qui le promeuvent aussi, mais on a fait des études de sociologie, donc on avait travaillé sur la question entre les arts et les différents âges. Et dans ce cadre, je suis invité à cause de... parce qu'on a travaillé aussi sur la vieillesse, mais on avait travaillé sur tous les âges, et on avait un collègue sociologue qui a montré que depuis une trentaine d'années, l'ensemble des procédures de validation et de promotion des artistes, les gens qui sont choisis, l'âge a tendance à baisser. Même avant. Mais donc ça s'est beaucoup accéléré. En fait, ça a commencé sans doute déjà au début du XXe siècle avec le turnover des générations qui est devenu très très rapide. Et après l'entrée, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'art dans un marché international de plus en plus poussé, avec une concurrence de plus en plus poussée, avec un besoin de nouveautés de plus en plus poussé, a encore accéléré ce mouvement-là, en sorte qu'aujourd'hui, pour la plupart des prix, par exemple de jeunes artistes, il faut avoir moins de 35 ans pour pouvoir l'avoir. Ce qui fait que dans les écoles d'art, les étudiants, la première chose à laquelle ils doivent penser une fois qu'ils ont leur diplôme, c'est « je dois percer tout de suite ou je ne percerai pas ». Cela a beaucoup de conséquences, y compris sur même le choix du type d'art qu'on fait. Il y a eu des travaux d'un économiste de l'art très célèbre qui s'appelle David Galenson, qui est américain, qui a essayé de montrer qu'il y a deux types d'artistes, en gros. Il y a les artistes conceptuels qui ont des idées et dont la réalisation des idées peut être très rapide. Et puis il y a les artistes expérimentaux qui font de l'expérimentation et donc qui avancent tout à fait autrement. Un artiste conceptuel, il doit changer très souvent d'idée. Et vous en connaissez, nous en connaissons tous. Il y a même des formes d'art complètes, comme l'art conceptuel, qui sont basées sur l'idée qu'on a. Après, la réalisation n'est pas ce qui compte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du bon art, mais c'est une toute autre conception. Mais l'artiste expérimental, qui travaille plus lentement, parce qu'il remet toujours de nouveau les choses sur l'établi, en quelque sorte, est très mal servi par la façon dont les mondes de l'art fonctionnent aujourd'hui. Et je voulais citer un passage de Cézanne, parce que je ne suis vraiment pas doué pour ces exercices, donc j'avais pris quelques notes. Je voulais simplement citer un extrait d'une lettre de Cézanne qui résonne avec tout ce que vous avez dit. Donc c'est une lettre de Cézanne qui date du 26 septembre 2006. 2006, oui. 1906, pardon. Voilà, je commence aussi à... voilà, bon. Donc un mois avant sa mort, en fait. Et donc il écrit à Émile Bernard: « J'étudie toujours sur nature, excusez mon accent, hein, et il me semble que je fais de longs progrès. Je vous aurais voulu auprès de moi, car la solitude pèse toujours un peu. Mais je suis vieux, malade, et je me suis juré de mourir en peignant, plutôt que de sombrer dans le gâtisme avilissant qui menace les vieillards, qui se laissent dominer par des passions abrutissantes pour leur sens. » Or, Cézanne est l'exemple même d'un artiste qui a pratiquement travaillé toute sa vie sur le même projet et qui dit encore à la fin de sa vie « je progresse lentement ». Et donc, non seulement quand il y a du jeunisme, c'est difficile pour les artistes qui ont cette façon-là de travailler, mais il n'y a pas que la question du jeunisme, il y a aussi la question de la manière dont nous représentons le cours de la vie. Je voulais vous montrer une image de... voilà, Cézanne, c'est une représentation de la vie selon laquelle on peut progresser à n'importe quel âge.
notre conception stéréotypée, qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de l'Occident, c'est que la vie, c'est un escalier qui monte et puis qui descend. Il y a des images d'Épinal, je voulais vous en montrer une. Vous avez un escalier, voilà, vous montez jusqu'à l'âge de 50 ans et puis ça dégringole. Et c'est une vue qui est très profondément ancrée dans notre culture. En Chine, on ne ferait jamais quelque chose comme ça, parce qu'en Chine, en fait, on progresse comme ces âmes de pensée jusqu'à la fin de sa vie. Et on ne peut être, par exemple, dans le domaine de l'art, un grand artiste doit avoir atteint un certain âge. Et il y a des artistes qui, métaphoriquement, disent quand j'avais 60 ans, j'ai commencé à apprendre ce que je cherchais et ce qu'il fallait trouver. Donc c'est vraiment l'inverse de la manière que nous avons de considérer les choses. Et je pense que chez nous, ça nous a amené à traiter la vieillesse essentiellement sous l'angle des déficits. Vous avez parlé, quelqu'un avait parlé de neurologie, etc. Donc les neurologues s'intéressent beaucoup à ça, et ça a pris en quelque sorte le dessus sur tout autre intérêt qu'on peut porter au fait de devenir plus âgé, à savoir qu'on a plus d'expérience et que donc on a plus de manières complexes pour réagir, parce qu'on ne croit pas qu'il n'y a qu'une réponse à un problème et qu'il peut y en avoir plusieurs. Mais l'insistance qu'on met sur cette idée que l'âge, c'est des déficiences motrices, par exemple, mais aussi de plus en plus, depuis que les sciences cognitives se sont beaucoup développées, on étudie beaucoup les déficiences cognitives, neurologiques, donc les maladies neurologiques de dégénérescence, comme la maladie d'Alzheimer. Et je voulais vous montrer un exemple d'un artiste très connu, Willem de Kooning, un très grand artiste de l'expressionnisme abstrait. Voilà, vous voyez. Willem de Kooning, à la fin de sa vie, donc est devenu très âgé, qui a eu plus de 90 ans, il avait la maladie d'Alzheimer. On l'a découverte vraiment tard. Une fois qu'on l'a découverte, on a dit ce qu'il a fait à la fin, donc plutôt ça. C'est beaucoup plus simple que ce qu'il a fait avant. Et donc, c'est un témoignage de sa maladie. On a même, à un moment donné, au début, on a dit, est-ce que c'est vraiment lui qui l'a peint? Étant donné que dans la maladie d'Alzheimer, quand elle se développe vraiment beaucoup, on perd ses repères d'identité personnelle. Donc, il y avait un débat pour savoir si on pouvait dire c'est l'œuvre de Kooning, ou est-ce que c'est l'œuvre de son corps qui a encore survécu à son esprit. Et 20 ans après, en fait, on a redécouvert ces œuvres-là, donc les œuvres vraiment des dernières 10 années, et on les a considérées comme on aurait dû les considérer depuis le début, à savoir comme des œuvres d'art. Après, c'est aux gens qui les regardent de dire est-ce que c'est intéressant pour moi ou est-ce que ce n'est pas. Chacun a son regard. Comme on a nos couleurs, nous avons nos formes et tout. Mais donc, vous voyez bien l'importance de cette normativité concernant les facultés. Et dans le cas de Kooning, on a fait après des analyses techniques avec les mathématiques fractales pour étudier la complexité des bords de ces formes. Et on a constaté que dès l'âge de 40 ans, ces bords de formes devenaient plus simples. Donc, les neurologues ont dit, en fait, si on avait su ça, on aurait pu prédire à 40 ans qu'il allait avoir la maladie d'Alzheimer. Ce qui, si on réfléchit, voudrait dire que, en fait, l'essentiel de son œuvre, c'est l'œuvre d'un malade. Donc, voilà. Et pourquoi est-ce qu'on pense ça? Si vous comparez à Van Gogh, on sait que Van Gogh avait de gros problèmes mentaux. Il avait des crises d'épilepsie, il était peut-être bipolaire, enfin, peu importe, mais ça n'a jamais été utilisé comme argument contre la grandeur de son travail, y compris du travail, ou peut-être surtout du travail des dernières années où il était le plus mal en point. Pourquoi? Peut-être tout simplement parce que Van Gogh était jeune et est mort jeune, et que ce stéréotype de c'est normal que quand on est plus âgé, on ne soit plus créateur, etc., ne pouvait pas s'appliquer à lui. Voilà. Donc c'était uniquement en fait ça que je voulais rappeler peut-être, cette façon bizarre que nous avons de considérer le chemin de la vie. Et voilà. Et il y a des contre-modèles
il y a beaucoup d'historiens de l'art qui se sont intéressés au style tardif ou style de vieillesse. Ça dépend selon les auteurs. Et on a étudié les derniers styles, par exemple en littérature de Goethe, qui a un âge vénérable. Donc on a dit c'est un style de vieillesse, mais en fait, dans le cas de Goethe, ce style de vieillesse était beaucoup plus compliqué que le style de jeunesse. Donc il n'y avait pas ce qu'on avait trouvé dans le cas de Kooning. De même, Beethoven a été beaucoup étudié. Les derniers quatuors ont été considérés comme typiquement l'expression d'une œuvre, d'une œuvre tardive, mais à cause justement de leur radicalité. Donc, parce qu'ils sont plus radicaux que d'autres. Donc voilà, on l'a fait pour d'autres artistes, mais les Titien, les œuvres de la fin de sa vie sont des œuvres beaucoup plus déliées dans l'usage des formes. Il a un coup de pinceau beaucoup plus large, les formes sont moins délimitées, il emploie une sorte de tachisme, et ses contemporains, une partie de ses contemporains ont dit ça c'est parce qu'il était vieux. Et 2 ou 3 siècles, donc ça a mis beaucoup de temps, on a commencé à dire non, c'est pas parce qu'il était vieux, c'est une nouvelle manière qu'il a développée, et c'est par cette manière qu'il a en fait en quelque sorte ouvert le chemin vers un renouvellement de la peinture. Donc on peut lire les mêmes choses selon l'angle ou les lunettes du déclin, ou plus normalement, ce qui semble plus normal, selon l'angle d'un changement ou d'une transformation dans le programme artistique. Dans le cas de Cézanne, c'est différent, il n'a pas changé. Il a tout simplement approfondi ce qu'il a fait pratiquement toute sa vie. Il a poussé plus loin, comme un scientifique peut pousser plus loin jusqu'à la fin de sa vie des recherches qu'il a commencé à mener. Et voilà, c'est simplement cela que je voulais partager des travaux qu'on a pu mener sur la question de la vieillesse, c'est-à-dire le fait que notre société n'est pas vraiment propice à reconnaître que la vie est un développement du début jusqu'à la fin, et que ce n'est pas quelque chose qui monte et qui descend. Je ne sais pas qui a dit, mais quelqu'un a dit, on ne meurt jamais de vieillesse, on meurt du fait de ne plus pouvoir vieillir. Donc ce n'est pas la vieillesse qui nous fait mourir, mais le fait de ne plus pouvoir vieillir, donc de ne plus pouvoir continuer à vivre. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez, nous parler un petit peu du livre Oui, c'était simple. Je voulais vous indiquer, d'ailleurs, si vous devez trouver ça dans les bibliothèques, on avait édité un numéro de communication, donc la revue de communication, les arts et les arts de la vie. Pardon. C'est le souvenir des cours d'université où il n'y a pas de micro. Donc on avait édité cet ouvrage qui est le résultat d'une école d'été qu'on avait fait à Marseille avec des étudiants de doctorat internationaux. Et donc on avait abordé tous les arts. Et il y avait, par exemple, il y a Nadège Lannéry-Dagen qui en fait aurait dû être ici aujourd'hui à ma place, qui justement travaillé sur âge de la vie et peinture de soi, et sur l'importance des autoportraits des artistes âgés. Rembrandt, par exemple, qui fait des autoportraits, voilà, qui chante, voilà. Donc, il y a sur la littérature, il y a un article très intéressant de Jolene Escond sur la Chine et sur le fait que c'est une question qui ne se posait pas autrefois, aujourd'hui, j'en sais rien, de la même façon en Chine, parce qu'il n'y avait pas cette idée des escaliers. Moi, je parle un peu de l'escalier et des choses comme ça. Un article qui pourrait vous intéresser, peut-être, c'est Guillaume Fournier, les jeunes artistes plasticiens en France, c'est sur le jeunisme. C'est vraiment avec toutes les statistiques qui montrent qu'effectivement, il y a un problème de ce côté-là. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un s'intéresse à ça, mais si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça sans doute dans la bibliothèque. Moi, ça ne me rapporte rien, donc voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Merci, voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie. Alors, on va reparler de la Maison nationale des artistes, qui est un endroit d'ailleurs où je vous conseille vraiment d'aller, que moi j'ai découvert pour un reportage et où j'avais passé un moment délicieux. Il y a un grand parc, il y a donc des expositions très régulièrement, et si on croise des résidents,
sans faire d'angélisme, mais effectivement, il y a une sensation de grande sérénité qui règne à la Maison nationale des artistes, dont vous êtes le directeur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de comment entrer dans la maison, nous rappeler les conditions peut-être d'accès financier, pour rappeler que ce n'est pas une maison qui est hors de prix, contrairement à ce qu'on pourrait croire? Du tout. C'est pas du tout hors de prix. Et du nombre de places. 80 chambres, c'est ça, vous avez 80 chambres? On a 80 chambres. Je voudrais juste dire à quel point je suis touché par les témoignages et interventions que j'ai vues aujourd'hui. Mon vécu quotidien dans la maison est d'une richesse extraordinaire et vraiment incomparable. Mais je suis en plus vraiment très touché parce que je n'ai pas l'habitude d'assister à ce type de témoignage de ce que je viens d'entendre. Voilà. Oui, nous avons 80 places. L'établissement est agréé et régulé par l'Agence régionale de santé et le conseil départemental qui fixent nos tarifs. Et l'ensemble de nos places est habilité à l'aide sociale à l'hébergement. Donc nous n'avons pas de minimum de ressources nécessaires pour pouvoir rentrer dans la maison. Après, les bâtiments sont très très beaux, mais je ne peux pas faire de chambre à l'extérieur. Voilà, donc sur les modalités d'entrée, comme dans tout EHPAD, il y a un dossier à remplir qui comprend un volet administratif, un volet médical, plus un certain nombre de choses, de documents qu'on demande. Alors, ce n'est pas le plus agréable, le dossier est compliqué à établir. Et ensuite, on vous reçoit et on vous fait visiter la maison lors d'une visite dite de préadmission, dans laquelle on peut échanger et commencer à apprendre à se connaître. Voilà, mais je vous invite, vous l'avez fait, et je vous invite vraiment à venir. En plus, l'établissement, pour un EHPAD, ce n'est pas très courant, est ouvert au public pour visiter les expositions. Bien sûr, pas les parties privées qui sont les lieux d'habitation des résidents. Et pourquoi pas rencontrer l'auteur de l'exposition ou tout autre artiste dans la maison. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu le programme d'une semaine? Quelles activités sont proposées? Il me semble qu'il y en a au moins 1 ou 2 par jour. Alors, il y en a systématiquement 2 par jour, voire plus, un peu plus spécifiques suivant les endroits et les publics de la maison, qui sont extrêmement variés. C'est Val qui est là, en parlerait. Là, elle est en train de me regarder avec un œil beaucoup mieux que moi, mais qui peuvent aller des interventions de madame, d'ailleurs, qui sont toujours très attendues. Ça peut être des concerts, ça peut être du défilo, ça peut être extrêmement variés, qui peuvent intéresser absolument tout le monde. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont toujours proposés, jamais imposés. Donc les résidents assistent à une activité qui va les intéresser, pas forcément à la suivante. Et voilà. Et il y a 2 activités systématiquement tous les jours. Et pour les artistes qui veulent poursuivre leur pratique, à quoi ressemblent les ateliers? Est-ce qu'il y a du matériel? Ce ne sont pas des ateliers. Vous avez 2 exemples de résidentes qui travaillent dans leur chambre, qui ont la place de travailler dans leur chambre. On a certaines, alors les chambres sont de taille différente, mais certaines permettent ça. Et puis un espace commun qu'on appelle l'académie, dans lequel on peut continuer à produire, accompagné ou non d'ailleurs, d'artistes venant de l'extérieur, parce qu'il y a aussi beaucoup de rencontres intergénérationnelles. Oui, parce qu'il y a des ateliers d'artistes à 2 pas dans le parc, en bas du parc. Oui, qui font partie aussi de la fondation, mais qui n'ont pas de fonctionnement commun avec la maison de retraite, sauf des rencontres. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Le montant pour entrer, combien coûte Alors, je vais vous donner un chiffre, mais qui ne va pas vous dire grand-chose. Ça coûte 74,75 € en ce qui concerne l'hébergement. Et ensuite, il y a un tarif de dépendance qui dépend du besoin d'aide dont la personne a besoin au quotidien. Ce qu'on appelle couramment le GIR, le groupe ISO-ressources. On va rentrer dans des techniques qui peuvent être développées lors d'un entretien, après remplissage du dossier. Voilà. Donc, en moyenne, on a des niveaux, par mois, ça représente entre 2 800 et 3 000 €, mais dont une partie, ou la totalité, peut être pris en charge par l'État, par l'APA ou par l'aide sociale à l'hébergement.
C'est mieux dans la maison des artistes. Alors, on accepte. Alors, il n'y a pas d'exclusivité au sens propre du terme, mais nous privilégions bien sûr les artistes, puisque la maison est faite pour eux. Pardon? Non, il n'y a pas d'exclusivité. Il y a aussi des gens qui ne sont pas artistes, vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs, et qui sont très contents aussi de vivre dans cette ambiance et dans cette maison, parce que ça leur permet de découvrir un tas de choses. Dans les artistes, il y a tout, peintre, sculpteur, oui. Photographe, oui. plasticien, oui. comédien. Il y a un salon de musique. Musicien. Musicien, oui, tout à fait. Tous les créateurs. Oui. Le testament des sœurs Smith était très ouvert aux deux sexes et à tous les créateurs. Ah ouais. Oui, c'est à des non-créateurs. Est-ce que vous avez des cours? Oui. Je n'ai pas vu qui a posé la question. Madame, nous avons 3 chambres doubles dans l'établissement qui sont consacrées à des couples, effectivement. Quelle est la moyenne d'âge? 84 ans, à quelques mois près. Ils sont tous en forme? Ah non, ça dépend des gens, madame. Malheureusement, parce qu'elles sont venues témoigner de ce qu'elles pouvaient faire à la maison, justement. Non, malheureusement, ça dépend, et c'est très variable en fonction de l'âge. Nous avons des gens qui sont plus jeunes et qui ont beaucoup plus de difficultés, et Madame Caron, que vous avez devant vous, qui est en pleine forme et qui a 101 ans. Donc voilà, la nature ne fait pas les choses de façon égale. Elle dit qu'elle a un atelier, elle est toute seule. En fait, elle bénéficie, Madame Caron, d'une très grande chambre dans laquelle elle a une partie atelier. Voilà. Ça fait 25 mètres carrés un peu. Pour l'invitation. Picasso parle de ça. Oui, c'est très haut. C'est très haut. La maison est très belle. On a, je sais pas, 3,50 m de hauteur sous plafond, quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'aide aux artistes côté informatique, à côté des dossiers. Il n'y a pas d'aide. On est âgés, on n'est pas très doués en informatique. Je ne sais pas si les... Pas pour vous, mais pour la maison des artistes, le DHP, je trouve qu'il devrait y avoir une... C'est vrai, non, c'est vrai. Elle veut voir le papier. La DAGP est une association, c'est une société de droit d'auteur. Donc, nous n'avons pas la capacité... L'invitation. Non, c'est-à-dire que nous n'avons absolument pas la fonction juridique pour faire ce genre de choses. Nous pouvons avoir une action culture comme celle que vous voyez. Dans cette action culture, nous avons pu financer l'aménagement de 2 chambres dans l'EHPAD. Mais nous ne sommes pas du tout habilités juridiquement à vous aider pour remplir des papiers et un dossier pour rentrer dans un EHPAD ou faire du... Pas du tout ça, je parlais en général, les jeunes artistes pourraient aider les plus âgés pour monter des dossiers. Moi, je pourrais penser à exposer au Palais de Tokyo, on m'a proposé des trucs comme ça, je ne sais pas, par dossier peut-être. Une grosse exposition, mais il y a des formats qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai 78 ans. Donc, je n'ai pas cette formation. Je pense que soit à la Maison des Artistes, soit ici, il pourrait y avoir un rapport entre les jeunes, les vieux, ou autre chose. Dans nos prix, dans nos aides, nous aidons toutes les générations. Il n'y a aucun problème pour cela. Mais nous n'avons pas les outils, ni juridiques, ni financiers, pour faire ce genre de choses. Ça dépend peut-être plus se tourner vers la Maison des Artistes, plus vers des associations. J'ai essayé aux Beaux-Arts, ils ne répondent pas, les jeunes. Alors ça, vous savez, je suis artiste, vous dites que vous avez 78 ans, j'en ai 76, et je connais, je sais les difficultés qu'il y a à monter des associations, mais c'est plus à travers des associations, à travers des groupes.
On a beaucoup d'échecs, mais on a aussi parfois des réussites. Mais Moi, un jour, un directeur de l'ADAP m'a dit que vous êtes de la génération sacrifiée. Alors j'aimerais bien quand même qu'on pense un peu avant qu'on soit mort à nous. C'est juste une question de monter des dossiers informatiques, on peut payer des jeunes. Comment? Je comprends, mais si je... Il est très jeune, il est végétal, je pourrais être très invitée, mais je ne sais pas monter des dossiers sur l'informatique, c'est compliqué. Je me sers très bien l'informatique, c'est pas le problème. Alors sûrement beaucoup mieux que moi, mais je veux dire que... C'est dommage qu'il n'y ait pas quelque part un rapport entre les gens qui t'appellent, moi je veux bien que... Mais ça, je le comprends, je le conçois, mais c'est en dehors, je dirais presque, du débat d'aujourd'hui. Ça, c'est une... Oui, mais je veux dire... Vous parlez d'un lieu où il y a 80 places, dont elles sont pas libres. Oui, mais vous parlez plus... Mais vous parlez plus de ce qu'on pourrait appeler... Avant, on avait des agents, il y en a encore, mais ils sont durs à atteindre. C'est plus un travail que faisaient les galeristes, un Durand-Ruel, des gens comme ça. Oui, mais on en a aussi une devant nous, et le débat de ce soir était justement pour dire que nous avons aussi la vie devant nous, encore une vie. Mais ce n'est absolument pas le sujet, et j'en suis désolée, mais on pourra essayer de faire un débat sur ce sujet-là aussi. Comment valoriser le travail des seniors et ne pas les oublier dans ce que justement M. Schaeffer... non, ce n'était pas cela. Pardon. Oui, j'aimerais savoir si vous avez constaté, par rapport à un EHPAD lambda, disons, si vous avez constaté un meilleur ressenti, une meilleure façon de vivre dans cet établissement, si les pratiques artistiques sont une sorte d'antidote aux troubles du vieillissement. Est-ce que ça améliore l'ambiance? Est-ce que les gens sont plus motivés? Voilà. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir s'il y a une vraie différence avec un EHPAD classique. Non, en aucun cas vous apporter une réponse scientifique, mais uniquement mon témoignage. Déjà, un EHPAD lambda, c'est difficile par les temps qui courent de savoir ce que c'est, mais bon, oui, très, très honnêtement, oui. Ne serait-ce que notre vie, nous, au sein de l'établissement, qui est extrêmement différente, et ça, je peux en témoigner pour avoir vécu dans d'autres établissements. Il y a un esprit, il y a quelque chose dans cette maison qui change vraiment tout. Et on le ressent. Tout à l'heure, Madame Duhem me faisait quelques compliments, mais j'en profite pour les étaler. Sur la vie des résidents, oui, sans aucun doute. Il y a une ambiance, il y a quelque chose dans la maison qui est très différent d'ailleurs. Après, vous dire quel est l'effet, par où ça passe, et une analyse scientifique, j'en suis strictement incapable. Mais le constat est celui-là, oui. Oui, bonsoir, je suis Daniel Olivier, artiste peintre. Je ne vais pas vous faire le détail de ma carrière d'artiste, mais je voudrais simplement vous remercier pour ce débat. Compte tenu du bonheur que j'exprime à peindre, je me posais la question, comment peut-on faire pour venir exposer et partager avec les résidents chez vous? Alors, ce sont les résidents qui exposent chez nous. D'accord, voilà. ok. Il y a peut-être d'autres vecteurs au sein de la Fondation, je maîtrise beaucoup moins, mais en ce qui concerne la Maison nationale des artistes, les exposants sont nos résidents. D'accord. Et est-ce qu'on peut venir, intervenir, partager des choses avec eux, voir leur travail? Est-ce que c'est possible, ça? À voir leur travail, bien sûr. La maison est ouverte au public, donc vous êtes le bienvenu strictement quand vous voulez, voilà. Aux heures d'ouverture, évidemment. Oui, bien sûr. Et sinon, pour des interventions ou un travail en collaboration avec la maison, juste après la réunion, si vous voulez, on se mettra en contact avec Céval, et puis d'accord, ok. Tout est faisable. En tout cas, je vous remercie. C'est un bain de jouvence. J'ai 71 ans. Et j'ai encore, ma mère est décédée à 100 ans, ma grand-mère à 103 ans. J'ai encore du chemin.
quelque chose aussi. Dites-nous. Si je peux dire quelque chose, je dis que l'art et les artistes, bon, est-ce que tout le monde est artiste ici? Oui. Bah, on a quand même 5 sens chacun. Et en tous les cas, l'art, ça veut dire que l'art, c'est la façon de vivre les choses, la façon de la garder, la façon de les transformer. C'est une transmutation. Donc, vous pouvez tous, tout humain, à les 5 sens, la musique, les mains, les yeux, son corps pour ressentir les choses. Ça aide à vieillir. Ça. Et il faut y penser, se soigner, se regarder et penser que le geste que l'on fait est un geste de l'art. Il est bien calculé, il est beau, il permet de bouger et de parler aux autres. C'est ça, c'est la façon dont vous ressentez et dont vous vivez et dont vous les faites, dont vous faites vos gestes, dont vous faites vos pensées. L'art, c'est ça. Je crois que sur ces très très jolies paroles, nous allons terminer en remerciant infiniment et dire à quel point ça a été un honneur de vous recevoir tous, à vous, et pas seulement. Alors, j'entends pas. Alors, je disais que ça a été un plaisir et un immense honneur de vous recevoir toutes. Si. Un plaisir, certainement. En tous les cas, nous avons partagé un très joli moment. Merci à tous.